Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Je suis ravi et toute l'équipe de Smart Patrimoine est ravie de vous retrouver sur Bismart for Change. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours donc sur Bismart for Change, sur le site internet de Bismart for Change, sur les réseaux sociaux, mais aussi en podcast si vous le souhaitez. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord à faire un point sur les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier entament-ils une tendance différente ces derniers mois de ce qu'on connaît depuis un an? Remontent-ils face à la réouverture des vannes du crédit? C'est la question que nous poserons dans un instant à Olivier Descamps, directeur général d'IAD France, qui a publié à fin juillet un baromètre des prix de l'immobilier. Nous tenterons donc de comprendre les tendances en matière des prix de l'immobilier dans un instant, avant de recevoir dans Enjeux Patrimoine Pierre Chapon, cofondateur de Préto, avec qui nous ferons un point cette fois-ci justement sur la situation du crédit immobilier, ce qui nous permettra de comprendre la tendance en matière d'immobilier dans son ensemble, d'investissement ou d'achat immobilier en tout cas, avant de faire un point dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, sur l'assurance vie luxembourgeoise. L'assurance vie luxembourgeoise dont beaucoup parlent depuis quelques mois, depuis des élections législatives qui laissent entendre une certaine instabilité fiscale et certains questionnements sur les différents placements à privilégier. Nous en parlerons avec Guillaume Serrault, président de Alikis Conseil. Mais pour l'heure, nous nous retrouvons tout de suite dans les clés de l'IMO. La tendance est-elle en train de s'inverser sur le marché de l'immobilier en matière de prix? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui dans les clés de l'IMO avec Olivier Descamps. Bonjour Olivier Descamps. Bonjour. Vous êtes directeur général de IAD France. IAD a publié un baromètre des prix de l'immobilier à fin juillet 2024. Vous tentez de regarder quelles sont les tendances en matière d'immobilier en France, mais également un peu plus dans le détail dans les différentes grandes villes de France. Sans trahir ce que vous allez nous raconter, vous constatez quand même qu'il y a un début d'inversion par rapport à une tendance à la baisse qu'on connaissait depuis un an, Olivier Descamps. Oui, effectivement, en fait, le binôme prix et taux d'emprunt fait qu'aujourd'hui, on a depuis maintenant 18 mois une augmentation des prix, une baisse des prix, pardon. Une baisse des prix, oui, face à une augmentation des taux de crédit immobilier. Exactement, donc de l'ordre de 4,8%. Et depuis maintenant 3 à 4 mois, dans près de 75% des villes en France, de plus de 100 000 habitants, on a une inflexion des prix de l'ordre de 1%. Donc on voit des prix qui augmentent et on peut faire une corrélation directe avec le crédit immobilier, l'accès au crédit immobilier? En tout cas, c'est ce qu'on a constaté. Depuis que les taux sont redescendus en deçà des 4% et aujourd'hui autour des 3,65, 3,62 sur des emprunts à 25 ans, on a vu une détente et une reprise des prix dans certaines métropoles. Alors, il faut faire attention, beaucoup de disparités selon les régions, selon les villes. Je prends toujours l'exemple de Bordeaux, où les prix avaient grimpé avec l'arrivée du TGV. Bien sûr. Évidemment, quand les prix baissent, c'est une sorte de remise à niveau du prix réel de l'immobilier. Donc on a une disparité forte selon les régions en France. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de baisse de prix de l'immobilier ou de retour à la normale finalement parce qu'il y a eu les difficultés d'accès au crédit, mais il y a eu aussi encore avant cette tendance de vouloir quitter les métropoles pour aller vers d'autres types d'habitations, dont certains reviennent un petit peu aussi, qui a pu créer certains excès. Donc là, est-ce qu'on est sur un retour à la normale en matière de prix de l'immobilier ou effectivement on voit simplement des prix qui continuent leur tendance après cette parenthèse d'un an et demi? Oui, on peut effectivement dire cela, puisque post-Covid, on a vu des prix qui se sont emballés, on a vu des taux inférieurs à 1, et donc une capacité d'emprunt qui était très facile, et donc des vendeurs qui n'avaient pas intérêt à baisser leurs prix. Et donc l'équation entre prix de vente et taux d'emprunt a fait que les prix se sont envolés. On a également tous les accès TGV qui ont boosté les prix. Il y a quelques années, c'était Reims, on a vu Lyon, récemment on a vu Nantes, et encore plus récemment Bordeaux. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, à 2 heures de Paris, avec du télétravail 1 jour, 2 jours ou 3 jours par semaine, je peux m'expatrier en province, dans une ville un peu moins chahutée, un peu moins mouvementée que Paris parfois. Et donc ces prix se sont emballés. Donc il y a une sorte de retour à la normale dans certaines grandes métropoles. Je lis dans l'étude augmentation soutenue des prix dans 23% des villes de province. Est-ce que ça veut dire que quand on est vendeur, on a plus de chances de vendre son bien aujourd'hui qu'il y a quelques mois, ou le sujet
de grippage quelque part des prix de l'immobilier faisait que non seulement les prix baissaient, mais surtout parfois on n'arrivait pas à trouver un acquéreur. Exactement. Là aujourd'hui, les acquéreurs sont un peu plus nombreux. Les acquéreurs finançables ont un peu plus de puissance et de force sur les vendeurs. Aujourd'hui, effectivement, quand on arrive avec un accord de prêt sur la valeur du bien, on a plus de chances d'être accepté. Oui. On peut négocier. On le voit un peu dans le baromètre. Certains acquéreurs vont à la négociation avec des taux de négociation, on appelle ça des marges de négociation qui atteignent presque 9%. D'accord. Et donc aujourd'hui, il y a réellement une position de force de certains acquéreurs disant je suis finançable et donc permettez-moi de vous faire une offre en deçà du prix affiché. C'est intéressant parce que c'est deux informations qui peuvent être un petit peu contradictoires. C'est que d'un côté, on voit les prix augmenter et de l'autre, il reste une marge de négociation pour les acquéreurs. C'est-à-dire qu'on reste dans un marché qui est favorable aux acquéreurs aujourd'hui, si je comprends bien. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, on voit cette hausse uniquement dans les métropoles de plus de 100 000 habitants. Donc c'est quoi? C'est des hausses qu'on n'avait pas osé faire il y a quelques mois parce qu'on se disait que le bien partirait pas et là, d'un coup d'un seul, on se dit, bon, finalement, on essaye de revenir sur les niveaux auxquels on aurait voulu le vendre idéalement? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les conseillers font un gros travail d'accompagnement auprès des vendeurs pour leur dire, regardez ce qui se passe, le marché n'est pas celui d'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc on essaye d'ajuster parce qu'aujourd'hui, un bien qui est affiché trop cher met un temps beaucoup plus long à se vendre. Et bien on sûr, sait qu'on essaie ici qu'il se vend moins cher que la valeur réelle. D'accord. Oui, plus il reste en vente, plus on peut négocier, c'est ça? Exactement. D'accord. Ce qu'on appelle un bien usé en termes dans le jargon du métier. C'est-à-dire que ce bien-là, quand les acquéreurs l'ont vu depuis des mois et des mois, ils se disent OK, il y a un sujet. Donc là, on peut avoir un acquéreur qui peut faire une offre mieux placée. Et donc, il se passe ce phénomène-là. Et ensuite, on a aussi des vendeurs qui sont dans la majorité des villes. Je mets de côté ces 70% de métropoles à plus de 100 000 qui sont devenus raisonnables, voyant qu'autour d'eux, le marché était à la baisse. Donc, ils sont rendus à l'évidence de dire OK, je ne vais pas mettre mon bien trop élevé, je vais le mettre à sa juste valeur. Néanmoins, dans certains bassins, on voit des négociations assez fortes, puisqu'on le voit à 12 ou 15% parfois, sur des biens, plutôt les maisons d'ailleurs, dans certaines villes que les appartements. C'est très très disparate selon les régions. C'est cette moyenne de taux de crédit immobilier qui est repassée en dessous de 4%, selon vous, qui a vraiment changé la donne. C'est psychologiquement, on avait dépassé 4% en moyenne, bien sûr, on redescend en dessous et là on se dit c'est bon, ça s'est stabilisé et en plus les banques prêtent un petit peu plus. Exactement. En fait, on a vu psychologiquement repasser sous la barre des 4 et casser cette tendance haussière a rendu le marché un peu plus souple. Cette baisse, elle est continue, c'est-à-dire que les taux continuent à baisser. Et effectivement, les banques reviennent dans le jeu. Elles avaient parfois même coupé l'accès à certains courtiers. Là, elles ont rouvert les vannes, on peut le dire ainsi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché a effectivement été la reprise qu'on sent là, le frémissement qu'on a depuis maintenant 3 ou 4 mois. Il est essentiellement dû au côté raisonnable des vendeurs qui se sont dit OK, il faut que je puisse maintenant vendre mon bien. Et les taux qui sont aujourd'hui devenus raisonnables, et notamment autour de 3,6, 3,65 selon les durées d'emprunt. Je reviens sur ma question marché vendeur, marché acquéreur. Aujourd'hui, on reste sur un marché acquéreur, si je comprends bien quand même. C'est les acquéreurs qui ont la main sur le marché immobilier aujourd'hui? Oui, clairement. Clairement, arrivé aujourd'hui, nos conseillers passent beaucoup de temps avec les vendeurs, beaucoup de temps avec les vendeurs pour travailler sur l'avis de valeur, pour les mettre au juste prix, et ensuite beaucoup de temps avec les acquéreurs en disant si vous n'êtes pas finançable, donc auparavant le financement c'était quelque chose qui était à 0,9, tout le monde était finançable. Bien sûr, globalement. Là aujourd'hui il y a un travail de parfaire le dossier de l'acquéreur, et l'acquéreur a aujourd'hui encore la main, notamment l'acquéreur finançable, puisque c'est très attendu par le vendeur qui ne veut pas voir le compromis cassé ou le financement ne pas aboutir, et donc les acquéreurs finançables aujourd'hui ont vraiment les cartes en main. Et justement, vous avez mentionné les conseillers plusieurs fois. C'est vrai que là, on regarde surtout les vendeurs qui ont parfois du mal à vendre leurs biens, les acheteurs qui ont parfois du mal à trouver ou un crédit ou le bien. Les conseillers dans tout ça, ils trouvent que sur le terrain, que le métier est plus compliqué qu'avant ? Le métier n'est pas plus compliqué, il est différent. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, l'immobilier a vu une très grosse croissance des acteurs de l'immobilier, que ce soit chez les mandataires ou même dans les agences classiques. Et donc aujourd'hui, ceux qui avaient moins de 5-7 ans d'expérience n'avaient connu que des marchés vendeurs. Oui, d'accord. Et donc il a fallu avoir faut s'adapter. Une mutation. Mutation, donc c'est pas plus difficile, mais c'est différent. Et donc il faut passer d'une tête de conseiller attaché au marché vendeur au marché acquéreur. Et là, on se dit, tiens, c'est différent, je dois travailler. Aujourd'hui, on parle de post-Covid. Post-Covid, personne ne demandait si on était finançable. Tout le monde était finançable. Et donc, il suffisait, entre guillemets, de trouver les acquéreurs.
Les vendeurs, aujourd'hui, je donne un exemple, sur notre site IAD, par exemple, c'est 80 000 annonces. Et donc, les biens sont là. Par contre, les acquéreurs, il faut les travailler différemment. Donc, c'était plus difficile parce qu'il fallait avoir une mutation mentale pour une grande majorité des acteurs. Par contre, ceux qui ont 15-20 ans d'expérience se disent « Ok, j'ai connu ce marché il y a déjà quelques années, je m'y adapte plus rapidement ». Et on finira avec un mot sur Paris, la métropole parisienne. On en a beaucoup parlé quand il s'agissait d'évoquer les baisses de prix dans l'immobilier. Certains médias évoquaient même cette barre des 10 000 € qui était franchise à la baisse. Qu'est-ce que vous constatez, vous, aujourd'hui, à fin juillet 2024, sur le marché immobilier parisien ? Le marché parisien intramuros est effectivement en deçà des 10 000 €. Ça, D'accord. C'est une certitude. Il y a eu beaucoup d'échanges sur le sujet, ça c'est une certitude. En moyenne, hein. En moyenne, évidemment, en moyenne. Il y a des arrondissements où c'est encore au-delà des 10 000 €, très clairement. On voit un retour des acquéreurs étrangers. D'accord. Depuis quelques mois, nous on le ressent auprès de nos conseillers. Merci les Jeux Olympiques, ou c'est pas forcément un lien à faire aujourd'hui ? Je ne sais pas, difficile à dire, mais en tout cas, il y a un retour des acquéreurs étrangers. Par contre, la métropole, l'Île-de-France, elle peine à redémarrer, et redémarre beaucoup moins vite, avec des prix avec aujourd'hui un volume de transactions qui reste assez flat versus une tendance que nous, on sent depuis quelques mois à la reprise. Merci beaucoup, Olivier Descamps, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général d'IAD France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec une question centrale. Quelle rentrée en matière de crédit immobilier, ou plutôt quelle tendance pour la rentrée en matière de crédit immobilier ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un expert du crédit immobilier sur le plateau de Smart Patrimoine. Pierre Chapon est avec nous. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Préto, courtier en crédit immobilier notamment. Est-ce que vous constatez une différence sur les derniers mois, comme on peut le lire à gauche, à droite, et notamment un passage du taux de crédit immobilier sous la barre des 4%, contrairement à ce qu'on pouvait en connaître il y a encore quelques mois ? Oui, tout à fait. Depuis le début de l'année, la tendance baissière, elle est clairement installée et on est largement passé sous la barre des 4%, alors qu'on l'avait largement dépassé. On était à 4,2, 4,4 sur le dernier trimestre 2023, et maintenant on se situe à peu près à 3,6. Donc c'est une baisse très franche qu'on connaît depuis le début de l'année, avec aussi un accès au crédit qui est très très bon. D'accord, donc il n'y a pas qu'un sujet taux, il y a derrière une augmentation du volume de crédit, ou en tout cas des conditions d'accès au crédit qui sont facilitées au niveau des banques ? Oui, tout à fait. Alors le volume de crédit, il est déterminé par principalement le nombre de transactions, donc c'est pas à la main des banques. Pour ce qui est de l'offre de crédit, on a toutes les banques qui sont sur le marché parce qu'elles ont récupéré de la marge. En fait, la baisse des taux, même les anticipations de baisse de taux qu'elles font déjà depuis un petit moment, font qu'elles s'y retrouvent à produire du crédit. D'accord. Donc elles sont toutes sur le marché. Ça veut dire que quand on a un dossier qui rentre dans les clous quand on est acheteur, en fait, les banques se battent un petit peu pour le dossier, et donc ça facilite l'accès au crédit. Là, en septembre 2024, fin août-septembre 2024, les banques se battent pour les dossiers. Pourquoi ? Pour finir l'année en matière d'objectifs commerciaux, ou parce qu'il n'y a pas suffisamment, il y a moins de bons dossiers finalement qu'il y a un an, puisque les conditions sont un petit peu plus complexes ? Tout à fait. Le marché, on pourra peut-être en reparler, il est sans doute en train de repartir en termes de volume de transactions, mais c'est encore tôt. La réalité, c'est qu'on est sur des volumes au global sur l'année de transactions qui sont sans doute sous les 800 000. D'accord. Donc c'est un marché qui tourne quand même au ralenti comparé à ce qu'on a connu sur les dernières années. Donc, qui étaient des années exceptionnelles. Mais les banques se sont quand même dimensionnées pour ça. Bien sûr. Il y a de l'inertie quand même dans le système. Et donc oui, il y a moins de bons dossiers sur lesquels prêter, alors que toutes les banques sont là pour prêter. Donc oui, un dossier, c'est très attractif pour une banque. Avant d'aller peut-être sur la tendance et se demander si effectivement le marché est en train de repartir, un mot quand même sur qu'est-ce qui fait qu'à septembre 2024, on puisse emprunter moins cher quelque part qu'en décembre 2023. Il y a des baisses de taux qui ont été, ou en tout cas une baisse de taux qui a été pratiquée par la Banque Centrale Européenne, mais ça avait commencé avant puisque c'était en lien avec les anticipations de baisse de taux, Pierre Chapon. Tout à fait. Tout part de l'inflation et des anticipations sur l'activité économique. Les hausses de taux avait été provoquée par une flambée d'inflation. Bien sûr. Et depuis maintenant plusieurs mois, il y a une décrue de l'inflation très très nette, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et donc on se rapproche de la cible des banques centrales qui est des 2%. On doit être dans les 3% dans pas mal d'endroits du monde.
Et la conséquence, c'est que du coup, les taux baissent pour accompagner cette baisse d'inflation. Les normes HCSF ont également souvent été mises en avant pour dire on a du mal à aller emprunter plus parce qu'effectivement, il y a le crédit immobilier en France est très cadré. Est-ce que ça, c'est toujours une problématique aujourd'hui ou finalement, de ce que je comprends, le marché se réouvre et on arrive quand même à travailler, même avec un encadrement quelque part du crédit immobilier ? C'est toujours un problème, puisque on a toujours des dossiers qui sont bloqués à 35%, alors que la réalité du risque pour des ménages qui ont des bons revenus n'est pas là. Oui, bien sûr. Donc c'est toujours un problème. Le marché marcherait de manière un petit peu plus dynamique si on n'avait pas ces contraintes. Là, on a juste un effet de la baisse de taux qui fait qu'il y a un gain de pouvoir d'achat, même avec ces contraintes-là. Mais ces contraintes ont toujours un effet de freinage sur le marché. Ce marché immobilier, est-ce qu'il repart ? Est-ce qu'on voit... Alors effectivement, on l'a évoqué dans l'interview précédente, on voit des prix repartir à la hausse, effectivement, dans un certain nombre de villes en France. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on est sur une tendance de redémarrage après un an et demi de pause sur le marché immobilier français, Pierre Chapon ? Alors... redémarrage, je pense que le redémarrage va suivre une phase où le marché se rend compte que les prix se stabilisent. D'accord. Et de mon point de vue, la stabilisation des prix est là pour s'installer parce que le pouvoir d'achat immobilier a augmenté en fait sur les derniers mois. D'accord. Puisque, on l'a dit, les taux baissent, oui. Les prix ont déjà baissé et l'inflation a aussi apporté des hausses de salaire sur les 2 dernières années. Et pas de manière anecdotique, c'est à peu près 4-5% par an sur les 2 dernières années. D'accord. Ça fait cumuler 10%. Ça joue dans le pouvoir d'achat immobilier à la hausse. Donc le pouvoir d'achat est là, immobilier, et donc les premiers frémissements sur les prix, stabilisation, hausse dans certaines villes de taille importante comme ça a été dit, c'est là pour durer, puisque c'est vraiment les fondamentaux du marché. Ensuite, du coup, quand les acheteurs et les vendeurs voient que les prix se stabilisent, ça crée de la confiance pour la suite, et donc ça peut être de nature à faire revenir encore plus d'acheteurs, puisqu'on se dit j'achète un bien qui ne va pas perdre en valeur sur le court terme. D'accord. Ça, dans la psychologie de l'acheteur, c'est important. Ça veut dire que vraiment, ce qui marquera, si je comprends bien, le redémarrage, c'est une stabilisation. C'est-à-dire que là, il ne suffit pas de se dire sur les 3 derniers mois, les prix commencent à remonter un petit peu, donc on inverse une tendance et ça y est, tout va repartir. Il faut de la stabilité, que ce soit en matière de crédit ou en matière de prix, pour savoir où on va quelque part. Alors de la stabilité, en tout cas, pour les prix, la fin de la baisse. La fin de la baisse, je pense, c'est de nature à faire repartir les transactions. Puisque, encore une fois, on est acheteur, on n'a pas envie d'acheter quand ça va encore perdre. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et là, on est tout près de ça. L'acheteur, il se dit aussi, la baisse des taux est largement enclenchée, donc j'achète maintenant, je pourrais probablement renégocier mon crédit dans 1 ou 2 ans. Et ça, c'est positif pour déclencher des décisions d'achat aussi. Et ça, justement, cette idée de renégocier son crédit, vous l'avez vu, par exemple, pendant la dernière année et demie qui s'est passée, où on pouvait se dire, si on avait les moyens de le faire et si on pouvait passer outre les différentes normes en lien avec le crédit immobilier, mais de se dire, j'emprunte un petit peu cher, mais je parie sur une baisse et j'irai renégocier dans quelques mois. Ça, vous avez vu des acquéreurs qui acceptaient cette idée-là plutôt que de décaler simplement le projet immobilier ? Tout à fait. Et c'est les acquéreurs assez malins du moment, puisque on est dans un marché d'acheteurs pour la capacité à négocier les prix. Bien sûr, c'est clair. Donc on fait des bonnes affaires d'une certaine manière. Et donc l'acheteur malin, c'est celui qui dit le taux est encore un petit peu élevé, mais je sais que je vais pouvoir renégocier. Et oui, on a pas mal de clients qui sont dans cette situation-là, et je pense qu'ils font des très belles opérations. D'accord. Donc en fait, d'abord ils négocient le prix de l'immobilier, mais ils empruntent cher, et ensuite ils parient sur le fait d'aller négocier le taux de crédit immobilier dans quelques mois, lorsque ce sera dans une situation un petit peu plus favorable pour eux, si je comprends bien. Exactement. Et c'est pas un pari très risqué, puisque là, toutes les anticipations vont dans une sens de la baisse des taux va continuer. Le rythme, ça c'est toujours un petit peu incertain, mais la tendance, elle est nette. Donc ces acheteurs sont bien avisés d'avoir cette vision de leur opération.
Ça n'a peut-être aucun lien, mais je vous pose quand même la question. Quand on regarde l'actualité récente en France, on a effectivement eu des Jeux olympiques qui se sont terminés, des Jeux paralympiques qui ont tout juste débuté. On a également une instabilité politique à l'heure actuelle. Est-ce que tout ça est de nature à avoir un impact sur le marché de l'immobilier à court ou moyen terme ? Alors, sur l'immobilier, on lit des phénomènes assez particuliers sur des endroits particulièrement iconiques de Paris. Peut-être, ça je ne sais pas trop. De manière générale, je pense assez peu dans l'ensemble du marché pour ce qui est des Jeux Olympiques. Peut-être qu'il y avait des gens qui retenaient certaines opérations. Avant de vendre, peut-être. Voilà, pour louer. Voilà, peut-être que ça va remettre quelques biens sur le marché, mais je ne pense pas que ça soit massif comme effet. Le plus important, et c'est un peu l'incertitude, c'est comment vivent les Français d'un point de vue un peu psychologique la situation politique. Est-ce que le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, est-ce que ça fait repousser des projets ? C'est encore tôt pour le dire. D'accord. C'est encore tôt pour le dire. On voit quand même un frémissement. Est-ce que le frémissement pourrait être plus rapide si on avait plus de visibilité ? Honnêtement, c'est la seule incertitude parce que sinon, les conditions, on va dire, économiques de taux, d'accès au crédit sont là pour faire repartir le marché. C'est la seule incertitude qui nous reste. C'est la même tendance partout en France ? Oui, de manière générale. En tout cas, au niveau du crédit, toutes les banques, même s'il y a des banques qui ont des spécificités régionales, toutes les banques ont retrouvé un équilibre financier dans l'octroi de crédit et donc sont présentes pour accorder des prêts, donc il n'y a aucun problème d'accès au crédit. Et on finira avec cette question, quand on est courtier, on peut de nouveau retravailler avec toutes les banques, ça a été évoqué dans l'interview précédente, parfois certaines arrêtaient de travailler avec certains courtiers. Est-ce qu'aujourd'hui on est revenu à une situation, je ne sais pas, comme en 2018 par exemple ? Alors, comme en 2018, ça remonte déjà un petit peu. Oui, 2019. Oui. Non, globalement, la situation est très, très normalisée. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui a marqué 2022-2023, c'est surtout certaines banques, assez peu nombreuses, qui ont décidé de presque arrêter leur production de crédit. Oui, ce n'était pas forcément les courtiers, c'était de toute façon, on ne prête plus en ce moment. Exactement. Donc, par voie de conséquence, ça a impacté les courtiers, mais dès que ces mêmes banques veulent refaire du crédit, alors elles veulent retravailler avec les courtiers. C'est ça qui est plus important que finalement le sujet du courtage. Merci beaucoup Pierre Chapon de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Préto et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Alikis Conseil. Avec vous, on va faire un focus sur l'assurance vie luxembourgeoise. Et alors, je vous avoue que c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que depuis le second tour, ou en tout cas voire même la fin du premier tour des législatives, j'entends beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine me dire qu'ils ont de plus en plus de demandes sur le sujet, sur l'assurance vie luxembourgeoise, en lien potentiellement avec des questionnements sur une instabilité fiscale à venir. Est-ce que c'est ce que vous constatez aujourd'hui également, Guillaume Serrault ? Effectivement, il y a une attractivité pour les contrats luxembourgeois qui est la résultante en fait de deux phénomènes. Un structurel et un conjoncturel. En fait, d'une part, par ses caractéristiques juridiques et financières, les contrats de droit luxembourgeois sont une enveloppe d'investissement privilégiée par la clientèle aisée et par la clientèle fortunée. Ça, c'est de toute façon structurel. D'un point de vue conjoncturel, en cas d'incertitude, de crainte, voire même de crise financière, on a pu le voir en 2011 avec la crise des dettes souveraines, ou de crise de régime politique, comme potentiellement il pourrait y avoir en France, les contrats de droit luxembourgeois bénéficient effectivement d'un système de protection particulier qui en font un réceptacle, si je puis dire, d'épargne pour une clientèle qui a effectivement certaines craintes. D'accord. On verra effectivement ces mécanismes de protection. Dans un pays qui a fait des services financiers le principal moteur de son produit intérieur brut et qui bénéficie, lui, d'une stabilité politique et par capillarité, une stabilité fiscale importante. Quand vous dites protection, on parle de quoi ? De protection en capital des investissements qui sont faits sur une assurance vie luxembourgeoise ? Alors, pas tout à fait. C'est vraiment la protection des avoirs, effectivement, des épargnants, puisqu'il y a au Luxembourg ce qu'on appelle le super privilège. D'accord ? Le super privilège, qu'est-ce que c'est ? Ça confère à l'épargnant, à l'investisseur, le statut de créancier de premier rang
en cas effectivement de faillite de l'assureur devant l'État, avec une garantie illimitée des dépôts. Ce qui n'est pas le cas en France. C'est vraiment une différence fondamentale avec les contrats de droit français, où effectivement l'investisseur, l'épargnant, n'est pas créancier de premier rang, puisqu'il passe derrière l'État, derrière l'URSSAF, derrière le liquidateur judiciaire, et la garantie des dépôts, en tout cas, est limitée à 70 000 euros. Donc c'est une vraie différence avec le Luxembourg. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, il y a au Luxembourg ce qu'on appelle le triangle de sécurité qui permet une ségrégation des avoirs. Je vais rentrer de façon assez simple dans le système. En fait, l'assureur doit déposer les avoirs effectivement de l'épargnant auprès d'une banque dépositaire, indépendante et approuvée par le commissariat aux assurances luxembourgeois, qui est l'autorité de tutelle qui contrôle les compagnies d'assurance luxembourgeoises, et qui est dépendante effectivement du ministère des Finances luxembourgeois. Donc en fait, l'épargnant a ses avoirs auprès d'une compagnie d'assurance, mais qui sont déposés dans une banque, et ce qui fait vraiment ce triangle de sécurité entre effectivement la compagnie d'assurance, la banque dépositaire et le commissariat aux assurances. Une question quand même, parce que c'est vrai que l'assurance vie luxembourgeoise, on en parle de temps en temps sur le plateau de Smart Patrimoine, mais ça reste un véhicule d'investissement. Concrètement, après, c'est pas parce que je suis investi dans l'assurance vie luxembourgeoise que j'ai fait des choix qui sont radicalement différents en matière d'investissement. J'investis dans quoi ensuite Alors en fait, autre particularité effectivement des contrats de droit luxembourgeois, c'est par sa sophistication, les possibilités d'investissement, les possibilités de sous-jacent sont plus importantes. D'accord. Tout simplement parce que l'ingénierie financière est particulièrement poussée au Luxembourg. On va pouvoir faire différentes choses au sein de son contrat. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des fonds internes dédiés, et parfois même plusieurs fonds internes dédiés au sein d'un même contrat. C'est-à-dire qu'on va déléguer la gestion auprès d'une société de gestion qui va elle-même déposer les avoirs au sein d'une banque dépositaire, et la gestion qui va être réalisée va dépendre effectivement du profil de l'investisseur, qui est plus ou moins dynamique, qui est plus ou moins conservateur, avec la possibilité d'aller sur des titres vifs, des obligations, tout un tas de sous-jacents qui seront gérés effectivement par la société de gestion. Ça, c'est ce qu'on appelle les fonds internes dédiés. D'accord. Autre possibilité, c'est d'utiliser le FAS, le fonds d'assurance spécialisé, où le souscripteur l'investisseur va pouvoir choisir des fonds de différentes natures, des produits structurés qui vont pouvoir bénéficier souvent de beaucoup plus de mécanismes qu'au sein des contrats de droit français. Il va pouvoir investir dans du private equity. En fait, les possibilités sont nettement plus nombreuses que dans des contrats de droit français. Tout va dépendre du montant qui va être investi et de la fortune mobilière de l'investisseur. Une question rapide pour finir. Fiscalement, est-ce que ça a des incidences d'investir sur une assurance vie luxembourgeoise ? Alors, oui et non. Pourquoi ? En fait, au Luxembourg, il y a de la neutralité fiscale. Donc, il n'y a pas d'imposition au Luxembourg. Donc, si je suis résident français, que je souscris un contrat de droit luxembourgeois, tant en termes de rachat qu'en termes de décès, la fiscalité qui va s'appliquer, c'est la fiscalité de mon lieu de résidence, la France. D'accord. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par cette neutralité fiscale, ça permet vraiment une gestion transfrontalière de son patrimoine, notamment quand on est amené à s'être expatrié. Parce que je le rappelle, la fiscalité applicable sera celle de son lieu de résidence. Donc effectivement, pour une clientèle non résidente ou quelqu'un qui est amené effectivement à s'expatrier, les contrats de droit luxembourgeois sont particulièrement appropriés. Merci beaucoup Guillaume Serrault de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Alikis Conseil. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.